D'après Jean-Paul Sartre, l'important n'est pas ce qu'on fait de nous, mais ce que nous faisons nous-mêmes de ce qu'on a fait de nous. 2013, la Syrie brûle. 2 ans de guerre civile ont réduit le pays en cendres. Les bombes pleuvent, les civils fuient. Les entreprises étrangères ferment les unes après les autres. Toutes, sauf une. Lafarge, le géant français du ciment. Le seul à avoir osé rester. Rien n'arrête sa production. Ni les bombardements, ni les kidnappings, ni même la peur. Mais pour maintenir son usine de Jalalabia à flot, Lafarge va franchir une ligne rouge, pactisée avec le diable. Entre 2013 et 2014, selon plusieurs médias français, le cimentier aurait versé entre 5 et 7 millions d'euros à des groupes armés, dont l'État islamique, Daesh et le Front al-Nosra. Oui, une entreprise française, finançant le terrorisme. Impensable, inacceptable, et pourtant réel. L'argent rend aveugle, même les plus lucides. Aujourd'hui, Lafarge est mise en examen pour financement du terrorisme et crimes contre l'humanité. Une première mondiale confirmée par le journal Le Monde. Mais à quel moment le contrôle de gestion aurait-il dû sonner l'alarme rouge? Où est la défaillance? Voici l'histoire d'un empire qui n'a pas seulement choisi le profit, il a choisi de tenir coûte que coûte. Bienvenue dans le business drama de Sif Canal, média indépendant du Master 2, Stratégie, Innovation et Ingénierie financière de l'Université Paris-Saclay. Et maintenant la vraie question. Combien vaut une tonne de ciment quand le prix se paie en sang? Greed, for lack of a better word, is good. Greed is right. Tout le monde savait, personne ne l'a vu venir. En 2007, Lafarge est leader. L'entreprise joue gros et voit loin. Racheter Orascom Cement, qui domine la région MENA, comprenant le Moyen-Orient et le nord de l'Afrique. L'objectif est simple, devenir le numéro 1 dans la région la plus dynamique du monde. Bruno Lafont, le PDG, ne laisse place à aucun doute. Donc, je crois qu'en Irak, en tout cas pendant que j'étais le patron, oui, tant que nous pouvions produire et vendre, eh bien nous produisions et nous vendions. C'est une stratégie d'expansion rapide, une course aux opportunités immenses générée par l'urbanisation fulgurante. Pour la soutenir, Lafarge change d'organisation. On passe d'une structure centralisée à une structure multidivisionnelle. Les filiales deviennent autonomes, responsables de leur zone, et Paris se contente d'un contrôle financier strict. Mais le contrôle éthique et la compliance, inexistants. 680 millions d'euros investis à Jalalabia, une usine capable de générer jusqu'à 500 000 $ par jour. 2010, la Syrie est stable, ouverte aux investissements étrangers. L'usine ouvre ses portes. En février 2011, le basculement. Lafarge refuse d'abandonner son investissement colossal. L'entreprise ne peut pas s'endetter davantage, surtout après la dégradation de sa note par 2 agences de notation. La rationalité économique prime sur tout le reste. L'usine continue de tourner dans un pays en guerre où la logique du profit dépasse de loin toute considération morale ou éthique. C'est pas personnel, Sonny. C'est uniquement les affaires. C'est là, dans cette tension entre ambition et réalité, que se joue la tragédie de Lafarge. Une stratégie brillante sur le papier, mais qui s'effondre face aux imprévus et à l'absence de limites de sécurité. À partir de 2012, les incidents se multiplient. Le terrain devient hostile, hors de tout contrôle. Et face à cet environnement géopolitique extrême, Lafarge révèle une faille majeure. Une incapacité structurelle à gérer. Pour que la machine à cash continue de tourner, il faut payer. Payer les groupes armés, payer pour que les camions circulent, que les ressources arrivent à bon port, que les employés puissent travailler. La première facture tombe. Un intermédiaire, Firas Class. Les échanges de mails entre Bruno Pécheux, directeur de la filiale, et Christian Hérault, directeur général des opérations, en témoignent. Christian, j'ai accepté de régler cette facture exceptionnelle de FT suite à des donations destinées à assurer la sécurité de l'usine, de ses employés, fournisseurs et clients. Il sera toujours temps d'en reparler. Cela représente moins de 50 000 €. Ok, il ne faudra pas que cela devienne une habitude et cela doit être considéré, comme tu le dis, comme tout à fait exceptionnel. Ce qui devait rester une exception devient rapidement une habitude.
Les paiements illégaux sont internalisés et normalisés par le management local. Mais comment cela est-il possible? L'absence de système de limite clair transforme la rançon en coût d'exploitation. Le contrôle de gestion, concentré sur le chiffre d'affaires, ferme les yeux sur l'illégalité. La machine financière fonctionne, mais l'éthique est aveugle. Face à l'intensité des crimes commis, Lafarge décide d'évacuer ses expatriés. Mais elle fera pression sur les employés locaux pour qu'ils continuent de travailler. 9 d'entre eux seront kidnappés. Bilan, 220 000 € de rançon sont versés. C'est une preuve de plus d'un manque d'éthique. Cette faille matérielle qui ne se voit pas dans le bilan, mais qui contamine tout. Les décisions, les arbitrages et la valeur même de l'entreprise. Ça n'a rien à voir, c'est du vent, du bluff. Poudre aux yeux, ça n'existe pas, ça n'a rien de réel, ça n'a aucune importance, c'est pas dans le tableau périodique des éléments. Putain, y a rien de réel. L'analyse de gestion des risques est sans appel. Échec total. Les risques pénaux, juridiques, internationaux et humains étaient connus. Dans un monde rationnel, ces alertes auraient conduit à la fermeture immédiate de l'usine. À la place, un nouveau bénéficiaire va apparaître. L'État islamique. Lafarge signe un accord. Les leviers de contrôle sont totalement défaillants. La croyance managériale que la performance économique matérielle justifie tous les compromis l'emporte. Les initiatives locales, censées résoudre les problèmes pratiques, ne vont rien apporter de bon. La commission organisationnelle agit comme un voile. Même après la chute d'une ville voisine, Lafarge s'accroche. L'entreprise cherchera des boucs émissaires, affirmant que ce sont les camionneurs et non eux qui payent le droit de passage. Pour ne rien ajouter de bon, la méga-fusion avec Holcim imposera des objectifs irréalistes. La filiale syrienne la plus endettée doit générer 8 à 10 millions de dollars par mois pour ne pas apparaître en difficulté. Le prix? L'abandon total de la sécurité. Les employés se sentent prisonniers. La décision n'est pas de fermer, mais de transformer l'usine en véritable bunker. Le 18 septembre 2014, tout bascule. L'usine est prise. 30 employés s'échappent par leurs propres moyens. La priorisation de la rentabilité a entraîné un risque humain inacceptable. C'est le paradoxe de Lafarge, une machine à profit devenue aveugle à sa propre politique RSE. 2 ans plus tard, le silence se brise. Le scandale éclate. C'est Le Monde qui révèle l'affaire. Les ONG Sherpa HR et 11 ex-salariés portent plainte quelques mois plus tard. Une enquête s'ouvre. L'argent pourrit les gens, je serais pourri jusqu'à l'os du cas. Et c'est là que l'on découvre une nouvelle pièce du puzzle, le rôle de l'État français. Une grande inconnue dans ce dossier, c'est le rôle des services secrets français. C'est la zone grise. Alors la question se pose, est-ce que les services secrets ont utilisé Lafarge parce qu'ils restaient? Ou est-ce qu'ils sont restés parce que les services secrets avaient besoin d'eux? Ce que l'on sait, c'est qu'à cette époque, Lafarge était le seul acteur français encore sur place et qu'elle transmettait des informations au service de renseignement de la coalition contre l'État islamique. Coalition dont la France faisait partie. Lafarge a été encouragé par l'ambassadeur de France, a été encouragé par les services secrets à rester. Les autorités disaient tout le temps, ne vous inquiétez pas, le régime de Bachar el-Assad va tomber, il n'y en a que pour quelques semaines, tenez bon. Et c'est ça qu'ils ont entendu. Mais les juges d'instruction ont finalement écarté l'implication directe de l'État français. Et c'est essentiel de le rappeler. La responsabilité de l'État n'empêche absolument pas la responsabilité de l'acteur privé. Le 4 novembre 2025, le procès pour financement du terrorisme s'est ouvert, avec plus de 240 parties civiles, principalement des ex-salariés syriens. Aujourd'hui, les montants qui ont été retenus par les magistrats instructeurs pour envoyer Lafarge devant le tribunal, c'est 5 millions d'euros. 2,9 millions de paiements de sécurité et 1,9 million d'achats de ressources naturelles. 8 ex-responsables chez Lafarge sont accusés. Personne ne conteste les faits, mais tout le monde se dédouane. Chacun renvoie la balle, chacun rejette la faute sur l'autre. Et pourtant, difficile de croire que personne n'ait rien su. Aux États-Unis, Lafarge a plaidé coupable pour les mêmes faits. Le verdict ? 778 millions de dollars d'amende. The sentence is well deserved because in 2013 and 2014, Lafarge made a deal with the devil. C'est une première mondiale.
la première fois qu'une personne morale est poursuivie pour financement du terrorisme. Et au-delà du symbole, c'est une alerte globale, un signal lancé à toutes les multinationales. Car cette affaire révèle un monde où une ligne comptable peut peser plus lourd qu'une vie. Un monde où le ciment ne sert plus à construire, mais à enterrer. Et depuis, une seule question hante les conseils d'administration des Dango. Faut-il rester ou faut-il fuir? Russie, Israël, Ukraine, tout observe. Ce que Lafarge a vécu pourrait, demain, arriver à n'importe laquelle d'entre elles.